Il y a une question qui peut détruire la tranquillité d'une relation en quelques secondes. Une question qui arrive souvent sans prévenir, et une fois qu'elle est là, elle peut tourner en boucle pendant des mois. Et cette question, c'est tout simplement « et si je ne l'aimais pas vraiment ?» Si vous souffrez de TOC de couple, vous connaissez probablement ce moment. Vous êtes tranquillement posé avec votre partenaire, peut-être à la maison, peut-être au restaurant, peut-être simplement en train de marcher ensemble, et soudain votre cerveau va vous demander « est-ce que c'est vraiment la bonne personne ?» À partir de là, tout est bousculé. Vous regardez votre partenaire différemment, vous essayez de sentir quelque chose, vous analysez vos émotions, vous vérifiez vos réactions, et très vite, il y a une autre question qui va arriver, et si je gâchais ma vie ? Pour beaucoup de personnes, ce moment va marquer le début d'un engrenage, parce que la réaction la plus logique, c'est d'essayer de répondre à ces questions. On analyse ses sentiments, on compare sa relation à celle des autres, on observe chaque réaction, et sans s'en rendre compte, on transforme sa relation en problème à résoudre. Je suis Lucas Greff, psychologue spécialisé dans les TOC, et le TOC de couple, c'est quelque chose que je vois très souvent chez les personnes que j'accompagne. Et il y a quelque chose qui revient presque systématiquement dans ce type de TOC, c'est que les personnes font certaines erreurs qui semblent logiques, mais qui en fait finissent par entretenir le doute. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs les plus fréquentes chez les personnes qui souffrent de TOC de couple. Et je peux déjà vous dire une chose, c'est que la dernière erreur dont on va parler, c'est probablement celle qui fait le plus de dégâts. Alors avant d'évoquer la première erreur, j'aimerais vous raconter une situation très classique que je vois dans mon travail. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Claire, mais je précise au passage que le TOC de couple touche aussi bien les hommes que les femmes, et ça je le vois tous les jours dans mon accompagnement. Claire a 29 ans et elle est en couple depuis 3 ans avec quelqu'un qu'elle décrit comme très bien pour elle à tous les niveaux. Donc leur relation se passe bien, ils font des projets, ils parlent même d'emménager ensemble. Jusqu'au jour où une pensée est apparue, une pensée très simple. Et si je ne l'aimais pas vraiment ? Alors au départ, Claire n'y a pas porté beaucoup d'attention. Comme tout le monde, elle s'est dit que c'était juste une pensée un peu bizarre, que c'était pas vraiment préoccupant. Mais le problème, c'est que quelques jours plus tard, la question est revenue encore et encore. Et progressivement, Claire a commencé à faire ce que font presque toutes les personnes qui souffrent de TOC de couple. Elle a essayé de répondre à la question. Elle a commencé à analyser ses sentiments, à observer ses réactions quand son partenaire lui parlait, à vérifier ce qu'elle ressentait quand ils passaient du temps ensemble, etc., etc. Parfois, elle comparait aussi son couple avec ceux de ses amis. Elle regardait les autres relations et elle se demandait « est-ce que les autres ressentent plus que moi ?» Et au début, ça la rassurait un peu, parce que parfois, elle trouvait une réponse qui semblait logique. Elle se disait « oui, c'est bon, c'est validé, bien sûr que je l'aime ». Mais le problème, bien sûr, c'est que ce soulagement ne durait jamais très longtemps. Il durait quelques heures, parfois quelques jours, et ensuite le doute revenait. Souvent avec une nouvelle objection, comme « est-ce que vraiment tu es sûr à 100% ?» Alors pour comprendre ce qu'il se passe dans le TOC de couple, j'aime bien utiliser une métaphore. Imaginez qu'il y ait dans votre tête un tribunal. Et dans ce tribunal, votre cerveau va jouer tous les rôles. Le juge, l'avocat, le procureur, l'enquêteur. Il va examiner chaque détail de votre relation, chaque émotion et chaque souvenir. Et il fait tout ça comme s'il cherchait à répondre à une question centrale. Donc la question, vous l'avez compris, est-ce que cette relation est vraiment la bonne ? Le problème, c'est que dans ce tribunal du TOC, le procès ne se termine jamais. Parce que le TOC ne cherche pas une réponse raisonnable, il cherche une certitude absolue. Et cette certitude absolue, comme vous le savez, dans une relation humaine, elle n'existe pas. Alors la personne fait ce qui semble logique. Elle réfléchit plus, elle analyse plus, elle vérifie plus. Mais sans s'en rendre compte, elle va nourrir le mécanisme en faisant tout ça. Parce que dans le TOC, certaines stratégies paraissent intelligentes, alors qu'en fait, elles renforcent le problème. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous parler des 5 erreurs les plus fréquentes chez les personnes qui souffrent de TOC de couple,
pour que vous puissiez les identifier et travailler dessus. Comprendre ces erreurs, c'est souvent la première étape pour commencer à sortir du piège. La première erreur que je vois très souvent chez les personnes qui souffrent de TOC de couple, c'est de croire que le doute signifie qu'il y a un vrai problème dans la relation. Alors c'est une réaction extrêmement naturelle parce que quand une pensée revient souvent, quand elle provoque de l'angoisse, on a tendance à se dire qu'elle veut forcément dire quelque chose. On se dit, si mon cerveau insiste autant, c'est qu'il y a quand même sûrement un fond de vérité. Mais dans le TOC, ce raisonnement est un piège, parce que le TOC fonctionne justement en transformant une simple pensée en alarme. Le cerveau déclenche un signal comme s'il détectait un danger, et face à ce signal, votre corps réagit, l'angoisse va monter, le cœur va s'accélérer, l'attention va se fixer sur la question qui se pose, et forcément, quand une pensée déclenche autant d'émotions, elle va paraître très crédible. Mais le problème, c'est que l'émotion n'est pas une preuve. Pour expliquer tout ça, j'aime bien utiliser une métaphore. Imaginez un détecteur de fumée installé dans votre cuisine. Normalement, il doit se déclencher seulement en cas d'incendie. Mais imaginons qu'il soit déréglé et qu'il suffise que vous fassiez griller une tartine et l'alarme va hurler comme si l'appartement allait brûler. Vous regardez autour de vous, évidemment, il n'y a pas de feu, mais l'alarme continue à sonner. Et donc, si je vous parle de ça, c'est que le TOC fonctionne un petit peu de cette façon. Le détecteur se déclenche pour quelque chose de banal, mais le cerveau interprète l'alarme comme une preuve qu'il y a un danger. Dans le TOC de couple, bien sûr, le danger imaginé, c'est celui qu'on a évoqué précédemment. Et si cette relation n'était pas la bonne? Et donc, plus l'alarme se déclenche, plus la personne se dit que la question doit être importante. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la relation qui est en cause, c'est plutôt l'alarme qui est trop sensible. La deuxième erreur, qui est d'ailleurs très liée à la première, c'est de chercher la certitude absolue sur ses sentiments. Quand on souffre de TOC de couple, on essaye souvent de répondre à des questions comme « Est-ce que je l'aime vraiment ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que mes sentiments sont assez forts ? Est-ce qu'il manque quelque chose ?» Et donc, vous allez vous mettre à analyser vos émotions en permanence, vous allez observer ce que vous ressentez quand vous voyez votre partenaire, vous allez essayer de mesurer l'intensité de vos sentiments, etc., etc. Par exemple, certaines personnes me disent « Quand ils m'embrassent, j'essaye de vérifier si je ressens quelque chose. » Il y en a d'autres qui vont dire « Est-ce que j'ai assez de papillons dans le ventre ?» Et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a plein de variantes, mais que le mécanisme reste toujours le même. Le problème, c'est que les sentiments ne fonctionnent pas comme un test scientifique. On ne peut pas les mesurer comme on mesurerait une température. Et donc, chercher la certitude absolue sur ces sentiments, c'est un peu comme essayer de mesurer l'amour avec un thermomètre. Plus vous essayez de mesurer, plus vous allez perdre votre spontanéité. Et puis surtout, plus vous observez vos émotions, plus elles vont devenir artificielles. C'est exactement comme si vous essayiez de vérifier à chaque seconde si vous respirez correctement. En fait, à force d'y penser, votre respiration va devenir étrange, irrégulière et forcée. Avec les sentiments, c'est la même chose. Quand on les observe en permanence, ils perdent leur naturel. Et ce qui va se passer alors, c'est que la personne qui souffre de TOC de couple va se mettre à remarquer la moindre variation. Un jour, elle va se sentir proche de son partenaire, le lendemain, elle se sent plus distante, et là, immédiatement, le cerveau interprète ça comme un signal, il va dire « tu vois, il y a un problème ». Alors la personne va analyser encore plus, et donc, sans s'en rendre compte, elle va entrer dans un cercle vicieux, où plus elle cherche la certitude, plus le doute devient fort. Parce que le TOC a une particularité très importante. Il ne cherche pas une réponse raisonnable, il cherche une certitude parfaite. Et cette certitude parfaite n'existe pas dans une relation humaine, on l'a déjà dit. Alors le cerveau continue à poser la question
encore et encore. C'est comme s'il tournait dans le vide pour obtenir quelque chose qui n'est pas possible. Et comme la certitude ne vient pas, il cherche une autre stratégie pour se rassurer. Et c'est là qu'apparaît la troisième erreur, et c'est souvent celle qui prend le plus de place dans la vie des personnes qui souffrent de TOC de couple. La troisième erreur que je vois très souvent chez les personnes qui souffrent de TOC de couple, et vous verrez que cette erreur, elle est très proche de la deuxième erreur dont on vient de parler. Donc cette erreur, c'est de passer énormément de temps à analyser leurs sentiments. C'est devenu presque automatique. Quand le doute apparaît, le cerveau se dit « il faut que je comprenne » et donc la personne commence à observer tout ce qui se passe dans la relation. Elle va analyser ses réactions quand elle voit son partenaire, elle va se demander ce qu'elle ressent quand ils passent du temps ensemble, elle va repasser des moments dans sa tête pour essayer de vérifier ce qu'elle a ressenti, etc. Par exemple, certaines personnes vont repenser à une soirée passée ensemble et se demander « est-ce que j'étais vraiment heureuse à ce moment-là ?» D'autres vont analyser un geste, un regard, un moment d'intimité, et progressivement, la relation va devenir un objet d'analyse permanente. Le problème, c'est que, vous l'avez compris, l'amour ne fonctionne pas bien sous microscope. Imaginez que vous prenez une fleur et que vous décidez de l'observer au microscope pendant des heures pour vérifier si elle est vraiment belle. En fait, à force de zoomer sur chaque détail, vous allez finir par voir des imperfections partout. Mais ça ne veut pas dire que la fleur n'est pas belle. Ça veut juste dire que vous l'observez d'une manière qui déforme la réalité. Et avec les sentiments, c'est la même chose. Quand on commence à analyser chaque émotion, chaque réaction, chaque pensée, on finit par perdre complètement la spontanéité de la relation. Et surtout, on commence à remarquer et à s'inquiéter de choses qui sont parfaitement normales. Par exemple, il est normal de ne pas ressentir exactement la même chose tous les jours dans une relation. Il y a des moments où on se sent très proche de son partenaire et d'autres moments où on est plus fatigué, plus stressé ou simplement plus occupé. Mais dans le TOC de couple, ces variations normales deviennent des preuves que le TOC utilise. Le cerveau va dire « tu vois, aujourd'hui tu ressens moins, ça veut dire qu'il y a un problème ». Et dans ce cas, la personne va analyser encore plus. Et comme vous l'avez compris, plus elle analyse, plus elle nourrit le doute. La quatrième erreur, là encore, est très liée à tout ce qu'on vient de dire jusque maintenant. Cette quatrième erreur, c'est la recherche de réassurance. Quand le doute devient trop inconfortable, la personne va chercher quelqu'un ou quelque chose pour la rassurer. Parfois, elle va poser des questions à son partenaire ou sa partenaire. Est-ce que tu penses qu'on est bien ensemble, toi? Ou alors, est-ce que tu penses que c'est normal de douter? Etc., etc. Là encore, il peut y avoir plein d'autres exemples. D'autres personnes vont aussi en parler à leurs proches. Elles vont demander l'avis de leurs amis, de leur famille, de leurs parents. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent aussi des réponses sur Internet, en lisant des articles, en regardant des vidéos, en parlant avec l'IA, avec ChatGPT. Elles vont aussi comparer leurs relations avec celles des autres, etc., etc. Et sur le moment, ça peut soulager un peu. Quand quelqu'un vous dit que tout va bien, que c'est normal, que tous les couples doutent parfois, eh bien l'angoisse peut baisser pendant quelques heures. Mais ce soulagement ne dure jamais très longtemps. Parce que le cerveau enregistre quelque chose de très simple. Le doute est dangereux et il faut absolument le résoudre. Et donc la prochaine fois que le doute apparaît, évidemment, il revient encore plus fort avec les mécanismes de réassurance encore plus établis. Et il y a une autre métaphore que j'utilise souvent pour expliquer tout ça aux personnes que j'accompagne. La réassurance, c'est un peu comme gratter une piqûre de moustique. Sur le moment, ça soulage, mais plus on gratte, plus ça démange. Et plus ça démange, plus on a envie de gratter. Vous avez bien saisi le cercle vicieux. La réassurance fonctionne exactement de la même manière. Elle soulage à court terme, mais elle renforce le problème à long terme.
Et dans le TOC de couple, ce mécanisme peut devenir très envahissant. Certaines personnes vont passer des heures à chercher des réponses, à lire des témoignages, à essayer de vérifier si ce qu'elles ressentent est bien normal. Mais pendant ce temps, le doute continue de tourner. Et souvent, malgré tous ces efforts pour comprendre et se rassurer, le cerveau finit par proposer une solution radicale. Une idée qui peut paraître logique quand on est épuisé par le doute et qui est simplement de se dire peut-être que la solution, ça serait de mettre fin à la relation. Et ça, c'est probablement l'erreur la plus douloureuse que je vois chez les personnes qui souffrent de TOC de couple. Donc la 5e erreur, c'est la plus douloureuse, c'est tout simplement de croire que quitter la relation va résoudre le problème. Quand on vit avec ce doute en permanence, on finit par être épuisé. Les questions tournent en boucle, les analyses prennent toute la place, et on a parfois l'impression de ne plus pouvoir respirer dans la relation. Alors le cerveau propose cette solution. Si je quitte la relation, au moins le doute et l'anxiété disparaîtront. Et on comprend aisément pourquoi cette idée apparaît. Quand on souffre, on cherche naturellement une porte de sortie, quelle qu'elle soit. Mais dans le TOC, cette solution est très souvent un piège parce que le problème, ce n'est pas la relation en réalité. Le problème, c'est la manière dont le cerveau répond au doute. Et ce que j'observe très souvent, c'est que quand une personne quitte la relation pour fuir le TOC, eh bien, le doute ne disparaît pas vraiment. Parfois, il revient dans la relation suivante, parfois, il change de thème. Par exemple, certaines personnes vont commencer à douter de leur orientation sexuelle, d'autres vont douter de leur décision de vie, de leurs valeurs ou même de leur identité. À ce stade, le TOC est un peu comme un acteur qui change de masque. Le décor change, mais le mécanisme reste le même. C'est pour ça que la vraie sortie du TOC de couple ne consiste pas à trouver la relation parfaite. Elle consiste plutôt à changer la manière dont on répond aux doutes. Quand on apprend à faire ça, les choses commencent vraiment à changer. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet. Si vous souffrez de TOC de couple, je vous recommande vraiment d'aller la voir. Elle s'appelle TOC de couple, le guide complet pour s'en libérer. Dans cette vidéo, je prends le temps d'expliquer en détail le mécanisme du TOC du couple, pourquoi le doute devient aussi envahissant, et surtout, quelles sont les stratégies qui permettent réellement d'en sortir. Parce que la réalité, c'est que quand on applique les bonnes méthodes, les choses peuvent évoluer beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Et ça, je le vois régulièrement chez les personnes que j'accompagne dans mon programme Libération, qui est un accompagnement spécialement conçu pour les personnes qui souffrent de TOC. Dans cet accompagnement, on travaille justement sur les mécanismes que je viens de vous décrire. Comprendre comment fonctionne le TOC, identifier les pièges dans lesquels le cerveau vous entraîne, et surtout apprendre concrètement à répondre différemment aux obsessions et aux compulsions. L'objectif n'est bien sûr pas d'éliminer les pensées par la force, ni de trouver une certitude parfaite sur vos sentiments. On a vu que ça a alimenté le TOC. L'objectif, donc, c'est plutôt d'apprendre à changer votre relation au doute pour que le TOC perde progressivement de son emprise. Et quand ce travail est bien appliqué, les résultats peuvent être vraiment impressionnants, comme pour Claire dont on a parlé au début de cette vidéo. Vous pouvez lire ses progrès ici. Et si vous voulez en savoir plus sur les TOC et sur cet accompagnement, j'ai préparé une vidéo d'information dans laquelle j'explique en détail comment fonctionne le programme Libération, à qui il s'adresse et comment il aide concrètement les personnes qui souffrent de TOC. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Et si vous retenez une seule chose de cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Si vous souffrez de TOC de couple, vos doutes ne sont pas forcément en train de révéler une vérité sur votre relation, et vous devez apprendre à les gérer comme une alarme déréglée. Très souvent, vos doutes sont simplement le produit d'un mécanisme anxieux qui s'est accroché à un sujet important pour vous. Et ce mécanisme, comme on l'a vu, on peut apprendre à le désactiver. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.